Ma femme m'a manqué de respect au dîner, puis son ami l'a prise à part et lui a dit « Allons dehors ». J'ai su que quelque chose n'allait pas au moment où j'ai vu la serviette. Elle était pliée soigneusement, trop soigneusement, placée à côté de mon assiette après mon retour des toilettes. Tous les autres à table étaient en plein fou rire, faisant semblant qu'elle n'était pas là, comme si elle n'avait pas été minutieusement positionnée par quelqu'un aux mains tremblantes et à la conscience coupable. Il y était simplement écrit, d'une petite écriture hâtive, « Elle va te mentir. Ne la laisse pas conduire. Attends-moi. » Monsieur, c'est tout. Il m'a fallu une seconde pour comprendre. Mon estomac s'est noué. Mes paumes sont devenues moites. J'ai regardé ma femme, Cali, assise en face de moi, sirotant son vin, enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt, riant trop fort à des blagues qui n'étaient même pas drôles. Elle n'avait même pas remarqué que j'étais revenu. Ou peut-être que si, et qu'elle s'en fichait tout simplement. Maggie était à 2 sièges de moi, en diagonale. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Ses yeux étaient rivés sur son verre, la mâchoire serrée, comme si elle venait de commettre un crime terrible et ne voulait pas être prise. Le reste de la table, 5 des vieux amis d'université de Cali, continuaient comme si de rien n'était. Comme si tout cela n'avait pas d'importance. Comme si je n'existais pas. Et je ne savais pas ce qui m'effrayait le plus. Le mot lui-même, ou le fait que, d'une manière ou d'une autre, j'y croyais déjà. Je n'ai rien dit. J'ai juste glissé la serviette dans la poche de mon manteau, prétendant ne pas l'avoir vue. Prétendant que je n'étais pas soudainement en train de sombrer dans la paranoïa tout en essayant de me souvenir combien de verres Cali avait déjà bu. 3. 4. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué en train de chuchoter quelque chose à Tank, son vieil ami, celui qui avait un jour frappé un barman parce qu'il ne le servait plus. Ses yeux se sont tournés vivement vers moi, puis sont revenus sur elle. Puis ils ont tous les deux eu un sourire narquois. Je n'étais pas censé voir ça, mais je l'ai vu. C'est alors qu'elle s'est tournée vers moi, reconnaissant enfin ma présence, et a dit « Bon sang, Denny, tu es obligé de respirer si fort ?» Toute la table a éclaté de rire. Même le serveur a eu un petit sourire, et je suis resté assis là, essayant de ne pas mourir de l'intérieur. Il faut comprendre, je ne suis pas le genre de type qu'on écoute. Je ne suis pas dramatique. Je n'aime pas la confrontation. Je ne jette pas de verre ni ne renverse de table. Je me recroqueville. Je m'excuse. La confrontation me donne des maux de tête. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi a basculé parce que quelqu'un à cette table avait essayé de me prévenir, quelqu'un avait remarqué ce qu'elle faisait. Et quand Maggie s'est soudainement levée et a dit « Eh, Cali, sortons une minute », j'ai su qu'il ne s'agissait pas de vin, d'air frais ou d'une pause cigarette. Quelque chose était sur le point de se produire. Quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Cali a hésité, a levé les yeux au ciel, mais a suivi. Et je suis resté assis là, seul avec les autres, serrant une serviette comme si c'était une bombe à retardement dans ma poche. Au moment où elles sont sorties, j'ai commencé à compter les secondes. Non pas que j'ai un plan. J'avais juste besoin de quelque chose à quoi me raccrocher, quelque chose pour me garder ancré pendant que mon esprit tentait de s'extirper d'une spirale de panique. 12 secondes. 28:51. C'est jusqu'où je suis arrivé avant que Tank ne se penche vers moi et me dise avec un sourire narquois, « Ça va, mon pote ? On dirait que tu as vu un fantôme. » J'ai levé les yeux lentement et j'ai forcé un demi-sourire. Le genre de sourire que les gens forcent quand ils se savent observer comme un rat dans un labyrinthe. Juste fatigué, ai-je marmonné. Ma voix était rauque. Ma gorge était devenue sèche comme du papier de verre. Les autres évitaient clairement mon regard. Peut-être savaient-ils quelque chose. Peut-être pas. Mais je jure qu'il y avait ce silence pesant qui se faufilait à travers chaque faux rire et chaque tintement de verre. L'une d'entre elles, Sarah, je crois, a essayé de changer de sujet pour parler d'une émission de télévision. Personne n'a répondu. Maggie et Cali étaient toujours dehors. La serviette dans ma poche me brûlait les côtes. J'ai commencé à repasser les dernières semaines dans ma tête. Tous les silences étranges, les regards froids, les courses nocturnes tardives et inexpliquées, la douche qui coulait quand elle rentrait à 23h30 après avoir pris un café avec Brianna, qui prend une douche après un café? Je ne voulais pas être ce type. Le mari paranoïaque qui fait une montagne d'une taupinière. Mais mon instinct criait depuis un moment. Et maintenant, j'avais une serviette pour prouver que je n'étais pas devenu complètement fou. Maggie avait vu quelque chose.
Quelque chose que Cali ne voulait pas que je sache. J'ai regardé vers la porte d'entrée du restaurant. Toujours aucun signe d'elle. 3 minutes passèrent. 4. Puis 5. Et juste au moment où je pensais que je devrais peut-être sortir, prétendre prendre l'air, la porte s'est ouverte brusquement. Maggie est rentrée la première. Son visage était illisible, mais sa mâchoire était crispée. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Pas à côté de moi, pas à travers moi, mais bien moi. Et elle a fait un minuscule signe de tête négatif. Pas maintenant. Pas encore. Cali est entrée une seconde plus tard, souriant largement comme si de rien n'était. Elle s'est rassise, a repris son vin comme si elle ne venait pas de disparaître pendant cette minute et a immédiatement changé de sujet. Alors, vous vous souvenez quand on était coincé sur le lac et que Denny a oublié les rames, dit-elle en me regardant comme si j'étais un enfant. On a dérivé pendant 1 heure. Tout le monde pensait qu'on allait mourir. Du déni tout craché. Ils ont tous ri, sauf Maggie. Elle fixait son verre intact comme s'il l'avait trahi. Je ne me souviens pas du reste de ce dîner. Honnêtement, non. C'est devenu un brouillard de rire auquel je ne prenais pas part, de blagues privées que je ne comprenais pas. Et une femme qui semblait plus intéressée à divertir la table qu'à même me reconnaître. Quand l'addition est arrivée, Cali n'a même pas cherché son portefeuille. Elle m'a juste regardé comme s'il était acquis que je paierais pour tout le monde, encore une fois. Et je l'ai fait, parce que je le fais toujours, parce que j'espérais encore, au fond de moi, que tout cela n'était peut-être que dans ma tête. En marchant vers la voiture, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, espérant un SMS de Maggie. Il n'y en avait pas, mais je savais qu'il viendrait. Cali s'est glissé sur le siège passager comme si de rien n'était, fredonnant une chanson qui passait au restaurant. J'ai démarré la voiture, les mains tremblantes sur le volant. Avant même que je puisse sortir de la place de parking, elle a soupiré de façon théâtrale et a dit « On peut éviter que cette soirée tourne autour de tes états d'âme, s'il te plaît ?» Je n'ai rien dit. Pas encore. Parce que je savais déjà que je n'allais pas dormir cette nuit-là. Et j'avais raison. À 2h42 du matin, mon téléphone s'est allumé. Un nouveau message de Maggie. Si tu es réveillé, il faut qu'on parle. Elle te ment depuis des mois. Et hier soir, elle a failli dire la vérité. Retrouve-moi demain. Je t'expliquerai tout. Je n'ai pas dormi, pas même 1 minute. J'étais allongé dans le lit à côté de Cali, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, le ventilateur tournant lentement comme un bourreau silencieux, chaque rotation découpant mes pensées. Elle s'est blottie contre moi à un moment de la nuit, sa main frôlant ma poitrine comme si elle y avait encore sa place, comme si rien n'avait changé. J'ai tressailli si légèrement qu'elle ne l'a pas remarqué. Ou peut-être que si, et qu'elle s'en fichait. Quoi qu'il en soit, je suis resté figé. Prétendre, c'est ce en quoi je suis devenu bon. Prétendre. Prétendre que ça ne me dérange pas, prétendre que je ne suis pas méfiant. Prétendre que je ne me sens pas comme un personnage secondaire dans ma propre vie. Et maintenant, prétendre que je ne venais pas de recevoir un message d'une de ses meilleures amies impliquant que tout un monde secret opérait juste sous mon nez et que tout le monde avait des billets pour le spectacle, sauf moi. Je n'ai pas répondu tout de suite au message de Maggie. Je l'ai juste fixé, l'ai relu 12 de fois. Je voulais croire qu'elle exagérait, que Cali s'était peut-être trop épanchée un soir ou avait fait un commentaire aguicheur qu'elle regrettait. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une question de commentaire. C'était plus profond, plus dense, plus laid. À 7h02 du matin, je me suis levé. Silencieusement, j'ai pris une douche, je me suis brossé les dents comme un robot et je me suis versé une tasse de café. Je ne l'ai même pas goûté. Cali est descendue 20 minutes plus tard, les cheveux attachés, regardant son téléphone, sans maquillage. Elle m'a jeté un demi-regard et a dit « Je ne sais pas pourquoi tu es bizarre. Tu es en colère parce que j'ai raconté l'histoire du lac. » J'ai failli rire. C'est de ça qu'elle pensait que je me souciais. J'avais envie de crier. Tu m'as humilié pendant 2 heures d'affilée, tu m'as ignoré, tu as laissé tes amis se moquer de moi comme si j'étais une vieille blague cassée dans un bac de friperie, puis tu as disparu dehors avec Maggie pendant 7 minutes pendant que j'étais assis là à faire semblant de ne pas me noyer. Mais à la place, j'ai juste dit, ça va. Elle a hoché la tête comme si elle me croyait, puis a ajouté, je vais retrouver les filles plus tard. On organise l'anniversaire de Maggie. L'anniversaire de Maggie? Quelle ironie.
La femme qui m'avait glissé une serviette d'avertissement comme une espionne dans un thriller de la guerre froide allait maintenant siroter des lattes et jouer les organisatrices de fête avec la même femme dont elle était censée essayer de me protéger. Je n'ai rien dit parce que je ne savais toujours pas qui mentait ou, pire, qui disait toute la vérité. À 9h11, j'ai enfin répondu à Maggie. J'ai fait simple. Où? Elle a répondu presque instantanément, comme si elle avait attendu le téléphone à la main. Il y a une pâtisserie à l'angle de Ménéoldan. 14h reviens seul, s'il te plaît. J'ai passé les heures suivantes à faire semblant de travailler, envoyant des emails vides, fixant des feuilles de calcul sans rien voir, essayant d'agir assez normalement pour que Cali ne se doute de rien. À un moment, je l'ai surprise en train de m'observer depuis le couloir. Pas avec amour, pas avec curiosité. Non, c'était ce genre de regard calculateur, comme si elle essayait de décider si je commençais à comprendre. Comme si elle pouvait sentir le changement. À 13h35, je lui ai dit que j'avais une réunion de l'équipe informatique au bureau. L'excuse la plus facile du monde pour quelqu'un dans mon travail. Elle n'a pas posé de questions, a juste hoché la tête, m'a dit de prendre du lait en rentrant, et est retournée à ce qu'elle lisait sur sa tablette. Je suis resté là quelques secondes de plus, à la regarder en me demandant combien de mensonges elle avait prononcés assise à cet endroit précis. Quand je suis arrivé à la pâtisserie, Maggie était déjà là. Dans un coin au fond, sweat à capuche, cheveux en chignon. Elle n'a pas fait de signe, a juste établi un contact visuel, puis a baissé les yeux sur son café. Je me suis approché, me suis assis en face d'elle, et avant que je puisse dire un mot, elle a dit, « Avant que tu ne me détestes, tu dois comprendre, j'ai essayé d'arrêter ça. » Je n'ai pas parlé. J'ai juste hoché la tête une fois, me forçant à respirer normalement, même si chaque partie de moi avait l'impression d'être écorchée vive, couche par couche. Elle a regardé autour d'elle, puis s'est penchée plus près. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je lui ai dit que ce n'était pas juste, que tu ne méritais pas ça. Mais elle a dit que ça n'avait plus d'importance. Elle a dit que tu t'étais habitué à te faire marcher dessus. Ma bouche est devenue sèche. Faire quoi? Maggie a fermé les yeux comme si elle était sur le point de plonger sous l'eau. Elle voit quelqu'un. Pas un inconnu. Pas un type au hasard sur Tinder ou je ne sais quoi. Sa voix s'est étranglée. Elle a de nouveau baissé les yeux sur sa tasse. C'est Tank. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. La voix de Maggie était calme, mais la phrase ne correspondait pas à l'air qui nous entourait, comme si elle avait fait irruption dans la conversation depuis une autre réalité. Une réalité où ma vie s'effondrait déjà et attendait juste que je m'en rende compte. Je suis resté là, immobile, tandis que ces mots résonnaient dans ma tête comme le tonnerre dans une cathédrale. Tank. C'était Tank, le type le plus bruyant à table, celui qui commandait du whisky haut de gamme avant même que les entrées n'arrivent. Le type qui n'arrêtait pas d'appeler Cali et Cogirl comme s'ils étaient encore à l'université et que tout n'était qu'une grande fête. Le type qui m'avait un jour donné un faux coup de poing dans les côtes si fort que j'avais vu des étoiles, puis qui avait ri quand j'avais trébuché. Ce type-là. J'ai cligné des yeux en regardant Maggie, essayant de chasser cette pensée de mon cerveau comme quelque chose de dégoûtant sur un pare-brise. Tu veux dire qu'ils couchent ensemble? Elle a secoué la tête lentement, mais pas pour nier. Elle préparait quelque chose de pire. C'est plus que ça, dit-elle, les yeux commençant à s'embuer. Ce n'est pas seulement physique. Ça a commencé il y a un moment, l'année dernière probablement. Je ne connais pas le moment exact, mais j'ai commencé à les remarquer s'envoyer des textos tard le soir. Des blagues que personne d'autre ne comprenait. Ils s'échangeaient des regards dans les pièces quand ils pensaient que personne ne les voyait. Et puis il y a eu le séjour au ski en février. Tu te souviens comment elle a dit que tu ne pouvais pas venir parce que c'était réservé aux filles? Oui. Je me souvenais de ma déception, du fait que j'avais posé des jours de congé au cas où et que je les avais annulés après qu'elle m'ait dit qu'elle partait. Week-end au spa, avait-elle dit. Pas de garçons autorisés. Même pas toi. Je m'étais senti étrangement fier de ne pas être possessif, de lui faire confiance, comme si j'étais un mari moderne éclairé. Tank était là, dit Maggie, confirmant la chose sans même avoir besoin de prononcer les mots. Il est arrivé le deuxième soir. Ils ont partagé une chambre. Le reste d'entre nous ne l'a même pas su avant que ce ne soit déjà fait. Mon estomac s'est retourné. Une pression froide s'est formée derrière mes oreilles, comme si tout le sang était aspiré de mon crâne. Je n'étais pas encore en colère. La colère n'était pas arrivée.
C'était quelque chose de pire, de plus lent. Ce sentiment de vide, de dérive, quand on réalise que le bateau sur lequel on se trouve a un trou et qu'on coule depuis des kilomètres sans s'en rendre compte. Maggie a continué, sa voix plus basse maintenant. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit que tu ne méritais pas ça. Que quels que soient vos problèmes, ce n'était pas comme ça qu'on les réglait. Mais elle a dit que tu ne la quitterais jamais. Que tu avais trop peur d'être seule. Que tu avais plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de toi. Ces mots, pas les miens. J'aurais dû me lever, partir, renverser la table, quelque chose. Mais je ne pouvais pas. J'étais coincé, cloué à mon siège par le poids d'années d'humiliation silencieuse que j'avais laissé passer, parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Je l'avais défendu, même en privé, pendant si longtemps, me disant qu'elle était juste stressée, que j'étais trop sensible, qu'elle finirait par revenir. Depuis combien de temps tu sais, ai-je finalement demandé, ma voix tremblante. Maggie avait l'air honteuse. Depuis mars. Je l'ai confrontée. On a eu une énorme dispute. Elle m'a dit de me mêler de mes affaires ou elle me rayerait complètement de sa vie. On ne s'est pas parlé pendant un mois. Je ne suis venu au dîner que parce qu'elle m'a fait culpabiliser. Mais quand j'ai vu comment elle t'a traité hier soir, quelque chose a craqué. Je ne pouvais plus rester assise là sans rien dire. Je me suis frotté le visage avec les mains, essayant de comprendre, essayant de ne pas laisser les larmes venir en public. Je n'étais pas le genre de type à pleurer dans un café. Mais je n'étais plus non plus le genre de type à prétendre que tout allait bien. Pourquoi la serviette, ai-je demandé. Maggie a hésité. Parce que j'avais peur qu'elle me voie envoyer un SMS. Elle m'a surveillé toute la soirée. Je ne pouvais pas prendre le risque. Je devais te prévenir d'une manière ou d'une autre. J'ai hoché la tête lentement. Tout cela avait une sorte de sens horrible maintenant. Chaque regard froid, chaque remarque désobligeante, chaque fois qu'elle semblait agacée par ma simple présence. Ce n'était pas de la frustration. Ce n'était pas une mauvaise passe. C'était du mépris. Et le mépris ne grandit que lorsqu'il a un public. Je me suis levé lentement, sentant que mes membres étaient faits de béton humide. Merci, ai-je dit, la voix rauque. Maggie m'a saisi doucement le poignet. Il y a autre chose, dit-elle. Et je te jure que je ne voulais pas être celle qui te le dirait. Je l'ai regardée, attendant, redoutant. Elle n'a pas fini. Elle prépare quelque chose. Et si j'étais toi, je vérifierais ton nom sur le titre de propriété de la maison avant le week-end. Il a fallu que je retourne à ma voiture pour réaliser que j'avais retenu mon souffle pendant tout le temps que j'étais resté à cette table. L'air à l'extérieur de la pâtisserie était trop froid pour un mois de mai. Et pourtant, je transpirais à travers ma chemise. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler sur le volant. Je n'ai pas tourné la clé tout de suite. Je suis resté assis là, à regarder le vide à travers le pare-brise. L'avertissement de Maggie résonnait comme un battement de tambour dans ma poitrine. Elle prépare quelque chose. Je n'arrêtais pas de me répéter cette phrase. Le genre d'horreur vague qui pèse sur votre estomac comme du plomb. N'importe qui peut tromper. Les gens font des choses horribles sous le coup de l'égoïsme ou du désir. Mais ça, ce n'était pas impulsif. C'était structuré, planifié, ce qui signifiait qu'il y avait des pièces mobiles. Des documents, un timing, un levier. Vérifie ton nom sur le titre de propriété de la maison. J'ai ouvert le site web du cadastre du comté, là, dans la voiture. J'ai tapé l'adresse que nous partagions depuis 4 ans. La maison que nous avions choisie ensemble, celle où nous avions dit que nous élèverions une famille. Même si cette conversation s'était discrètement éteinte vers la 2e année de notre mariage. Et quand la page de la propriété s'est chargée, c'était comme recevoir un coup de poing dans la poitrine. Un seul nom sur l'acte de propriété. Le sien. J'ai cligné des yeux, rafraîchi la page. Toujours le sien. J'ai vérifié l'historique des dépôts. Le titre de propriété avait été transféré à son nom il y a 11 mois. Je me suis adossé lourdement, laissant échapper un son que je n'ai même pas reconnu comme étant le mien. Je pensais que nous avions acheté la maison ensemble. Je me souvenais avoir signé des documents, mais elle travaillait dans le marketing. Elle s'occupait toujours de la paperasse. Elle me disait quelle ligne signer, quelle page paraffer, comme si j'étais un enfant distrait qu'on guide sur un trottoir. Elle m'avait retiré de la propriété sans me le dire il y a des mois, et je n'avais rien remarqué. J'avais envie de vomir.
Le fait est qu'elle n'avait pas eu besoin de me dire ce qu'elle faisait, parce qu'à ce moment-là, j'ai enfin compris ce que Maggie avait voulu dire. Callie ne se contentait pas de me tromper avec Tank. Elle ne se contentait pas de m'humilier au dîner et de lever les yeux au ciel devant nos amis. Elle nettoyait l'échiquier, préparait la chute, déplaçait les pièces dans mon dos pour que, lorsque le jeu se terminerait, je me retrouve à regarder une table vide et un simple SMS qui dirait « Au revoir ». J'ai finalement démarré la voiture et suis rentré chez moi comme un zombie. Chaque maison que je croisais semblait plus sûre que la mienne. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assis là encore, fixant la porte d'entrée comme si c'était l'entrée d'une grotte. Je ne voulais pas entrer. Je ne voulais pas faire semblant d'être son mari. Je ne voulais pas la voir blottie sur le canapé à regarder de la télé-réalité de bas étage. Comme si elle ne venait pas de me retirer le toit au-dessus de la tête pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais je suis entré quand même. Elle était dans la cuisine, se versant nonchalamment un verre de vin à 14h47, notez bien, et parlant au téléphone en haut-parleur. J'ai entendu la fin de la conversation en entrant. Ouais, eh bien, j'attends juste qu'on finalise les papiers et après il sera libre d'être le problème de quelqu'un d'autre. Mon cœur s'est arrêté. Elle m'a vu et a raccroché comme si de rien n'était. A souri. Et chérie, tu as pris le lait. J'avais envie de crier. J'avais envie de renverser la table, le verre de vin, toute cette foutue cuisine. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Parce que j'ai soudain réalisé quelque chose de terrifiant. J'étais toujours en train de rattraper mon retard. Elle avait une longueur d'avance sur moi. Elle jouait à ce jeu avec un livre de règles que je n'ai jamais eu l'occasion de lire. Et si j'explosais maintenant, si je révélais ce que je savais, je deviendrais simplement le type en colère et instable qu'elle pourrait pointer du doigt plus tard en déposant les papiers. Elle dirait que j'ai perdu la tête, qu'elle a essayé de me protéger. Elle utiliserait ma colère comme une arme et la présenterait comme une justification. Alors j'ai souri, j'ai dit, ouais, j'ai le lait, j'ai posé le sac, je l'ai embrassé sur la joue, et à ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire. Si elle jouait à un jeu, très bien. Maintenant, c'était à mon tour de jouer, moi aussi. Le truc avec le fait de prétendre, c'est qu'il ne faut pas longtemps avant de commencer à oublier quelle version de soi-même est la vraie. Pendant des jours après l'avertissement de Maggie et la découverte du titre de propriété, j'ai traversé le monde comme un acteur médiocre dans une pièce pour laquelle je n'ai jamais auditionné. Je souriais à Callie comme si de rien n'était. Je lui ai dit que j'avais réparé l'évier qui fuyait. J'ai complimenté son dîner. Même si c'était un plat à emporter qu'elle avait réchauffé au micro-ondes et appelé fait maison. J'ai même ri à un mème qu'elle m'a montré, celui qu'elle avait probablement aussi envoyé à Tank. Chaque fois que je touchais son épaule, chaque fois que je disais « je t'aime », j'avais l'impression de me frotter la peau avec de l'acide. Mais j'ai continué à jouer parce qu'elle me croyait aveugle. Et la seule chose plus dangereuse qu'une personne aveugle, c'est une personne qui prétend enfin l'être. La première chose que j'ai faite a été de consulter un avocat. Un bureau calme et terne au fond d'un parc d'affaires, le genre d'endroit qui gère les divorces sans fanfare ni vitres brisées. L'avocat s'appelait Gary, et il portait des lunettes qui faisaient paraître ses yeux 3 fois plus grands. Je l'ai tout de suite apprécié. Il ne m'a pas demandé si j'étais sûr. Il n'a pas fait semblant d'être choqué. Il a juste regardé les documents que j'avais apportés, le titre de propriété, quelques relevés bancaires, une capture d'écran floue de l'historique d'appel de Callie, et a dit « Vous arrivez tard à la fête ». Mais pas trop tard. Il s'est avéré que, bien qu'elle m'ait retiré de l'acte de propriété, elle n'avait pas touché au compte d'épargne joint. C'était une erreur. Gary m'a dit que je pouvais légalement en retirer la moitié et geler le compte au titre de la protection des biens matrimoniaux avant que toute procédure de séparation ne commence. Elle le découvrira, ai-je dit. Il a simplement hoché la tête. Oui, mais pas avant que ce ne soit déjà fait. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à faire la queue à la banque 2 jours plus tard, tenant un chèque à mon nom de 42 860 $ et 52 cents. Je ne l'ai même pas regardé quand on me l'a tendu. Je l'ai juste plié lentement, l'ai glissé dans ma veste et suis sorti comme un fantôme. Je ne ressentais rien. Pas d'excitation, pas de peur, juste un calme étrange, le genre qui précède généralement une explosion. À la maison, les choses devenaient plus étranges, plus froides. Callie passait plus de temps dans le bureau du bas, la porte fermée. Je l'ai entendue au téléphone un soir, parlant de cette voix basse et mielleuse qu'elle utilisait quand elle essayait de manipuler les gens. Non, non,
Je m'assurais que ce soit déposé cette semaine. Il n'a toujours rien compris. Je pense qu'il se doute de quelque chose, mais il n'a rien fait. On est tranquille. On. Elle a dit on. C'était la partie la plus écœurante. Elle n'essayait même plus de le cacher. Je crois qu'elle aimait le pouvoir, le frisson de m'avoir sous sa coupe pendant qu'elle chuchotait des secrets à 2 portes de là. J'étais de nouveau la blague, le mari silencieux qui n'oserait pas se défendre ou poser des questions. Mais j'avais déjà fait mon prochain coup, et le suivant après ça. J'ai fait des copies de tout. Email, capture d'écran, photos. Je les ai imprimés, les gardant hors de mes appareils. J'ai donné un jeu à Gary. J'en ai scellé un autre dans une enveloppe étanche et l'ai collé avec du ruban adhésif sous mon bureau au travail. Si elle essayait de me détruire légalement, si elle essayait de me faire passer pour instable ou violent, j'avais les preuves. La vérité brute, ennuyeuse, à l'épreuve des balles. Et puis est venue la pièce finale, la caméra de sécurité. Elle était minuscule, imperceptible. Je l'ai installée dans le couloir près de la porte d'entrée, nichée entre une poutre en bois et le détecteur de fumée. Callie ne l'a jamais remarqué. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle ne me pensait pas capable de quoi que ce soit d'intelligent. J'étais juste le type qui triait notre recyclage et pleurait devant les films Pixar. Mais 2 nuits plus tard, la caméra a capturé ce dont j'avais besoin. Tank à sa porte, accueilli par un baiser. Ils ne sont même pas montés. Le couloir, le mur, sa main sur sa ceinture, sa bouche sur son cou. La vidéo était courte, assez granuleuse pour ruiner un homme, assez pour mettre fin à quelque chose de façon permanente. Je l'ai envoyé dans un dossier cloud sécurisé auquel Gary pouvait accéder. Et cette nuit-là, quand elle est venue se coucher en fredonnant et en faisant défiler Instagram, je l'ai embrassée sur le front. J'ai presque souri. Parce qu'elle ne le savait pas, mais je n'étais plus en défense. Je tendais des pièges, et elle venait de tomber dans l'un d'eux. Il y a un moment dans chaque plan où quelque chose dérape. Un fil se casse, une variable échappe au contrôle. On peut tout faire correctement, documents en place, vidéo sauvegardée, argent sécurisé, et pourtant sentir toute la structure trembler sous ses pieds. Ce moment est arrivé pour moi un jeudi après-midi. Pendant des jours après la vidéo du couloir, Callie a dit qu'elle avait une consultation de branding à l'autre bout de la ville et qu'elle avait besoin de la voiture. Elle a demandé comme si elle lui appartenait déjà, et techniquement, légalement, c'était le cas. J'ai dit oui, lui ai tendu les clés et l'ai embrassé comme si ça ne m'empoisonnait pas. Je l'ai regardé sortir avec des talons qu'elle n'avait pas portés depuis des mois. Pas pour moi, en tout cas. Puis j'ai attendu. Exactement 17 minutes plus tard, je suis parti aussi, par le garage latéral. Les clés de ma vieille voiture à haillons en main. La voiture qu'elle avait oubliée que j'avais encore. Elle n'avait pas roulé depuis presque 1 an, mais elle fonctionnait. J'ai suivi à distance, prudent, délibéré. Je ne l'ai pas suivi comme dans les films, en rasant les murs et en me cachant derrière des camionnettes. Je connaissais la route qu'elle prendrait. Je savais où elle tournerait. Je n'avais pas besoin de voir la destination finale, mais je l'ai vue. Ce n'était pas un immeuble de bureau. Ce n'était pas un café. C'était un motel. Un motel, pas un hôtel, pas un centre de conférence. Un motel de bord d'autoroute à 2 étoiles avec une enseigne délavée, un parking fissuré et des tarifs à l'heure qui disaient la vérité avant que quiconque ne le puisse. Je me suis garé à 3 rues de là et suis revenu à pied, capuche relevée, prétendant être un type comme un autre sans nulle part où aller. Je l'ai regardé entrer seul. Je ne suis pas entré parce que je n'avais pas besoin de plus de preuves. J'avais déjà ce qu'il me fallait. Le reste n'aurait fait que briser quelque chose en moi qui ne s'était pas encore fissuré, quelque chose dont j'aurais peut-être besoin pour redevenir entier un jour. Alors, j'ai fait demi-tour, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'elle me suive. J'étais à mi-chemin de la maison quand j'ai remarqué l'appel. Maggie, appel manqué. Puis un SMS. Où es-tu? Elle vient de me demander si je t'avais vu. Elle panique. Elle pense que tu sais. Bien sûr, qu'elle pense que je sais. Parce qu'elle sait ce qu'elle ferait si les rôles étaient inversés. Elle sait qu'elle réduirait tout en cendres si quelqu'un l'humiliait en public et lui volait ensuite sa vie. Elle sait que je ne suis pas en colère. Je suis silencieux. Et les hommes silencieux la terrifient parce qu'ils observent, ils attendent, ils construisent. Mais j'avais fait une erreur, pas une erreur tactique, pas une erreur juridique, une erreur émotionnelle.
J'avais commencé à apprécier le changement de pouvoir. J'avais commencé à imaginer son visage lorsque l'avocat lui remettrait l'enveloppe. Quand elle réaliserait que le compte était vidé, quand elle découvrirait qu'elle était enregistrée. Je me l'étais imaginé avec trop de détails, le rembobinant comme une bande-annonce de film. Et pendant que j'étais occupé à fantasmer sur la justice, j'ai oublié une simple vérité. Les gens comme Cali n'abandonnent pas. Ils pivotent. Ils tordent la réalité. Ils inventent de nouvelles versions de la vérité. Quand je suis entré dans la maison, elle était assise à table, pas en colère, pas narquoise, en pleurs. De vraies larmes. Le genre qui vous fait marquer une pause, même quand vous savez qu'il ne faut pas. Je suis resté dans l'embrasure de la porte comme un idiot, le manteau à moitié enlevé, à regarder ma femme infidèle pleurer comme si quelqu'un venait d'écraser son chien d'enfance. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara coulé, la voix rauque. Je crois qu'il faut qu'on parle. C'est tout ce qu'elle a dit. Et d'un coup, les lignes se sont brouillées. Parce qu'une partie de moi se souvenait encore de nos petits matins. Elle endormit sur mon épaule. La façon dont elle chuchotait, ne meurt pas avant moi, chaque fois que j'avais de la fièvre. La playlist qu'elle avait faite quand mon père est décédé. Je me suis souvenu de la femme que j'avais épousée. Et le problème, c'est que quand la trahison porte un visage familier, elle vous déroute. Elle vous fait vous demander si la douleur n'est qu'une phase, si peut-être vous pourriez la réparer, la recoller avec des souvenirs partagés et un pardon silencieux. Mais je n'étais pas prêt pour sa réplique suivante. Je sais ce que tu fais, dit-elle doucement. Et je ne t'en veux pas, mon sang se glaça. Je sais pour le compte, la caméra, Maggie, tout, murmura-t-elle. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. Je suis juste tombée amoureuse d'un autre et tu as arrêté de remarquer. Elle se pencha en avant. Mais si tu veux que je parte, si tu en as fini, je dois te dire quelque chose d'abord. Quelque chose que tu ne sais pas encore. Elle marqua une pause, puis elle le dit. 2 mots, si doux, si définitifs. Je suis enceinte. Je n'ai pas bougé pendant un long moment après qu'elle l'ait dit. Ce mot, enceinte, a atterri comme une boule de démolition au milieu d'une pièce déjà calcinée et mise en pièces. Mais bizarrement, il ne m'a pas détruit comme je m'y attendais. Non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que j'ai enfin tout ressenti en même temps. Des mois de confusion, des années d'humiliation, chaque haussement d'épaule, chaque soupir, chaque moment où je me disais d'être plus petit, juste pour qu'elle soit à l'aise. Tout a refait surface comme une marée que je ne pouvais plus retenir. Je me suis assis en face d'elle, je l'ai regardée dans les yeux, et pour la première fois de notre mariage, j'ai dit ce que j'avais peur d'admettre, même à moi-même. J'ai arrêté de remarquer parce que tu avais arrêté de me voir bien avant tout ça. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas pleuré plus fort. Elle a juste hoché la tête. Je ne vais pas crier, ai-je dit. Je ne vais pas me battre avec toi, mais je ne vais plus jouer l'idiot non plus. Je lui ai demandé directement. Est-ce que c'est le mien? Elle m'a regardé et, à ma surprise, et peut-être à la sienne aussi, elle a dit, je ne sais pas, c'était le moment où je m'attendais à ce que la rage finisse par déborder, mais ce ne fut pas le cas. Il y avait quelque chose de libérateur à entendre la vérité, même quand elle fait mal. Quand un mensonge prend fin, la clarté commence. Je me suis levé, silencieux, calme. Je déposerai les papiers demain matin, ai-je dit. Je ne cherche pas la vengeance. Je ne suis pas là pour ruiner ta vie, mais je reprends la mienne. Elle n'a pas supplié. Elle n'a pas protesté. Elle a juste fixé son verre de vin, tremblant légèrement comme une prisonnière attendant un verdict qu'elle savait déjà à l'avance. J'ai fait mes valises cette nuit-là. Pas tout, juste ce qui comptait. Un sac de sport, mon disque dur, une pile de documents imprimés, une photo du couloir. Nous lors d'un séjour au ski, avant que tout ne se brise. Je l'ai prise pour me rappeler que certaines choses ne sont pas faites pour être réparées, elles sont faites pour être comprises, puis laissées derrière. Maggie m'a aidé à trouver une location à court terme, juste un petit studio avec une pression d'eau terrible et une vue sur un mur de briques, mais c'était à moi. Et pour la première fois depuis des années, je ne marchais pas sur des œufs. Je ne me réveillais pas avec l'angoisse au ventre. Je ne m'endormais pas en me demandant quelle version d'elle je rencontrerais demain. J'existais simplement, tranquillement, pleinement. Les semaines passèrent. Les papiers ont été traités. Elle n'a pas contesté.
Gary a dit que c'était l'une des évasions les plus propres qu'il ait vues de toute l'année. J'ai gardé la moitié des économies. Elle a gardé la maison. Je n'en voulais plus. Je ne voulais rien qui soit accompagné de fantômes. Quant à la grossesse, elle n'en a jamais reparlé, et je n'ai pas demandé. Ce chapitre n'était pas à moi de l'écrire. Ce qui m'a le plus surpris, cependant, c'est ce qui a suivi. Pas l'amertume, pas le regret, mais la paix. La vraie paix. J'ai recommencé à faire des promenades. J'ai rejoint un petit groupe de quiz local. J'ai même renoué avec mon frère, celui dont je m'étais éloigné après l'université. Et peut-être la partie la plus inattendue, j'ai commencé à voir quelqu'un. Sans précipitation, sans pression, juste un café avec quelqu'un qui demandait comment s'était passée ma journée sans vérifier son téléphone, qui riait de mes mauvaises blagues comme si elles comptaient. Qui m'a rappelé lentement qu'être vu n'est pas un luxe. C'est un droit. Il m'a fallu 38 ans pour comprendre que la vengeance la plus discrète n'est pas la revanche. C'est la reconstruction. C'est guérir en silence pendant qu'il regarde de loin. C'est choisir d'être entier quand il s'attendait à ce que vous restiez brisé. Alors oui, j'ai perdu une femme, mais je me suis retrouvé. Et ça, c'était la plus belle fin que je n'avais jamais vue venir.